On parle de alors j'ai dit fait divers, de cette histoire sordide qui s'est passée à Courbevoie, ce viol à caractère antisémite sur une ado de 12 ans. Les auteurs du viol ont 12 et 13 ans aussi. Jonathan, bonjour. Allô, oui, bonjour. Bienvenue, Jonathan. Quelle a été votre réaction depuis que vous avez entendu parler de cette histoire alors? Quelle était ma réaction? Moi, je me suis dit de suite, mais franchement, c'est vraiment du n'importe quoi. C'est de l'irresponsabilité des parents déjà. Pour moi, c'est les parents qui sont pour quelque chose. C'est pas possible qu'à cet âge-là, on se dise, on va violer une gamine de 12 ans, tout ça parce que, soi-disant, ils savaient pas qu'elle était... Jonathan, vous êtes toujours avec nous? Oui. Allez-y, on n'a pas entendu là, la fin de votre propos, ouais. Ça a un petit peu coupé, allez-y, reprenez, s'il vous plaît. Moi, je trouve ça irresponsable, ouais. Déjà des parents, c'est de l'irresponsabilité des parents, ce qui s'est passé. Il y a de ça, déjà les réseaux sociaux, écoutez, quand on a 12-13 ans, moi j'ai un gamin de 14 ans, il n'est pas de long sur les réseaux sociaux en train de regarder, en train de faire ci, en train de faire ça. Moi je bloque quand par exemple, il a des temps d'heures sur son téléphone, c'est pas possible. Arrive un moment, si on leur laisse faire tout et n'importe quoi, et si chez eux, on n'arrive même pas à éduquer leurs gamins, il faut arrêter, arriver un moment. À 13-14 ans, violer une gamine, mais il y a une double faillite des parents. Il y a une double faillite des parents, c'est-à-dire que les enfants, ils ont été élevés dans la haine du juif et de l'israélien, et pour eux, c'est la même chose. Double faillite des parents, parce qu'en plus, il y a le manque de contrôle. C'est compliqué, mais à 12-13 ans, je pense qu'on peut y arriver. Manque de contrôle sur les portables. Voilà, ou dès 12-13 ans, ils savent ce que c'est que avilir une femme d'une certaine manière, on va dire, et de la manière la plus ignoble qui soit. Quoi. Ça, ils savent le faire, ils l'ont vu. Puisqu'ils lui tendent un guet-apens, ils l'emmènent dans un hangar. Ouais, ça, c'est cette histoire de guet-apens. Là, moi, déjà d'une, moi, ça, je trouve ça pas normal. À 12-13 ans, on pense dans notre tête, à cet âge-là, ils pensent dans leur tête à prendre une gamine, la mettre lui donner un rendez-vous dans un hangar, et après la violer, machin. Moi, c'est mais ça il faut qui me arrêter paraît bizarre. ce délire. Je suis d'accord avec vous. Franchement, je suis d'accord. On est où? Ils pensent à ça à 12-13 ans. Vous. Mais moi, à 12-13 ans, moi, je pensais pas à ça, moi. Moi, je pensais à jouer, à m'amuser avec mes collègues. Moi, je pensais au football, au City Stade qui était derrière chez moi. C'est exactement ça, on s'amusait à ça, nous on voyait que ça, mais là mais c'est de pire en pire. Mais c'est de pire, tous les jours on entend des catastrophes comme ça. Ouais. Moi les parents, je suis désolé, les gosses, écoutez, les gosses ils ont fait ça, non c'est trop tard, c'est fait. Mais moi, la faute des parents, pour moi c'est les parents. Et vous avez raison Jonathan. Ils doivent être pénalement suivis aussi les parents. C'est normal, il a raison. Normal. Là, oui. Pour moi, il y a rien de plus logique. Parce que je sais pas, maintenant, en fait, le problème en France... ils sont responsables des actes de leurs enfants. En France ou en Europe... réfléchir au contexte et à ce qu'ils inculquent à leurs enfants et la manière dont ils les élèvent et ce qu'ils font aussi au quotidien, les parents. Là, ça mériterait qu'on aille jeter un coup d'œil. Et si jamais on se rend compte qu'il y a peut-être une défaillance éducative ou que les enfants sont élevés dans la haine de l'autre ou dans la haine du juif, je sais pas, on a les moyens nécessaires à ce moment-là pour intervenir. Enfin, moi, ça me semblerait pas baroque de le faire. La haine de l'être humain, quel qu'il soit. C'est ça, exactement. La haine de l'être humain, quel qu'il soit. C'est pas forcément par rapport à une religion. Là, c'est un caractère religieux. Mais peu importe le mal que font des gosses comme ça à cet âge-là, ils doivent être pénalement poursuivis et leurs parents aussi. Je pense que c'est plus que religieux. Là, tu désignes un ennemi qu'il faut punir. C'est au-delà du religieux, là, si tu veux. Ces gamins de 12-13 ans, là, ils voient des images où on leur apprend... C'est un acte odieux, mais on leur apprend, horrible. Si tu veux, qu'aujourd'hui, il y a un ennemi, il y a le mal, il y en a un dont il faut se débarrasser, puisque si le gamin, à 12 ans, il veut se venger parce que sa petite copine de 12 ans, c'est une amourette à 12 ans, ne lui a pas dit qu'elle était juive, ça veut dire qu'il est dans une structure de pensée qui est quand même un peu spéciale, à mon avis, quoi. Tu vois, ce gosse, quoi. Et Liliane est avec nous. Bonjour, Liliane. Bonjour. Qu'est-ce que vous en dites, vous, Ilan? Déjà, moi, je suis profondément choqué, mais à un point, je pense que je pense pas avoir été choqué en France par rapport à un acte antisémite. Je sais plus si, on va pas la liste est longue, hein. Elle commence à être hélas très longue la liste, mais en fait, si on doit juste comprendre 2 secondes, en 2012, on tue des enfants juifs dans leurs écoles parce qu'ils sont juifs, et en 2024, on les viole parce qu'elles sont juives. En fait, la réalité, elle est là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis profondément choqué et en fait, quand on voit une telle mécanique d'horreur, ajoutons à cela, parce qu'encore une fois, il y a déjà une mécanique d'horreur fondamentalement, mais il y a en plus une dimension antisémite qui fait que la chose devient totalement exponentielle. Ça veut dire, c'est exactement comme vous avez dit, c'est-à-dire qu'on punit avec un viol une femme, une fillette et une juive. C'est-à-dire qu'il y a en fait, tous les clichés de l'horreur les plus absolus, ils sont réunis dans un même cas. Et évidemment, le tout fait par des adolescents. Donc, ma question, elle est aujourd'hui,
qui importe ça? C'est-à-dire, est-ce que le Hamas est en France aujourd'hui? C'est ça ma question, parce que le 7 octobre, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des femmes qui ont été violées parce qu'elles étaient juives dans ce pogrom. Il y a des femmes qui ont été... Donc ma question, et le lendemain, je voyais, il y avait des politiques israéliens qui disaient oui, mais ces choses-là, si vous ne nous soutenez pas, elles viendront chez vous. Mais en fait, c'est de ça dont ils parlaient, je m'interroge vraiment. Et là, il faut une réaction. Il faut s'intéresser à ces enfants et à ceux dans quel milieu ils baignaient, pour vous aussi, Ilan. Il faut surtout, je pense qu'il faut regarder le problème à la source. À la source, le problème, c'est déjà regarder qui importe ça. En fait, qui explique aujourd'hui que violer une jeune fille juive, quelle qu'elle soit, israélienne, française ou peu importe, ceux qui n'expliquent pas que c'est d'une certaine forme de terrorisme, que c'est une certaine forme de monstruosité même. C'est de la monstruosité. Oui, mais je pense en plus, Ilan, que c'est entretenu par un discours politique aussi aujourd'hui, qui ne pousse pas bien sûr au crime, au viol, c'est pas la question, mais qui entretient cette litanie, vous voyez, de voilà où est l'ennemi aujourd'hui. Quand on parle de génocide, quand on parle de massacre de population, on a des images qui sont terribles, effectivement, de destruction. C'est la guerre, et il n'y a aucune guerre qui est propre. Mais avec un vocable ou un vocabulaire qui est pris à dessein par certains, notamment du côté de la France insoumise, et je pensais à Rima Hassan très récemment, on entretient dans ces gens-là, et ensuite ça redescend jusque... D'abord, ça arrive chez les adultes, et ensuite ça redescend chez les plus jeunes. L'idée de, comme vous détruisez, il faut détruire l'ennemi. Parce que ce que font ces gamins de 12-13 ans, c'est pas anodin. L'avilissement et l'envie de destruction, ça infuse bien parce qu'on leur tient ce discours, ou qu'ils entendent les parents leur tenir ce discours. Monsieur Jean-Loup Bonamy. Il y a plusieurs choses déjà. Premièrement, moi j'aimerais que nous, au GG, nous lancions un appel, une question à Jean-Luc Mélenchon. Si après ce fait extrêmement grave et sordide, et qui est un énième fait, parce qu'il y avait déjà eu l'enlèvement et le meurtre d'Ilan Halimi en 2006, les enfants tués à l'école juive de Toulouse par Mohamed Merah en 2012, l'hypercachère, le musée juif de Bruxelles en 2014, l'hypercachère en 2015. Sarah Halimi. Est-ce que Sarah Halimi, une autre dame d'un certain âge. Voilà, tout à fait. Est-ce que après l'affaire de Courbevoie, Jean-Luc Mélenchon maintient ses propos sur le caractère, soi-disant, je cite, résiduel de l'antisémitisme en France? Nous, au GG, nous aimerions savoir si ces propos sont toujours maintenus après l'affaire de J'ai aussi des propos aussi à demander à Meir Habib, qui a traité aussi les enfants palestiniens de cancer ou le peuple palestinien de cancer. Parce qu'en fait, on parle, excuse-moi, parce qu'en fait, vous interpellez un mec qui n'est même pas député, d'accord? C'est une figure centrale de la vie politique française. Mais qui n'est même pas député, qui était candidat à l'élection qui n'est même pas député, d'accord? Attention, je vomis tout ce qu'il est. Je vomis tout ce qu'il est. Jean-Luc Mélenchon, vous savez très bien que c'est pas du tout ce pourquoi je suis. Meir Habib, je suis 100% d'accord avec toi. Par contre, quelqu'un qui dit que la population palestinienne est un cancer, mais je suis d'accord, et qui est député de la France, je suis d'accord. Ça, c'est normal. Ah non, pas du tout. Là, il n'y a pas de racisme. Ah non, mais je l'ai dit sur ce plateau. Je sais pas, parce qu'en fait, mais là, c'est pas la question. Non, mais c'est pas la question. Mais alors, d'accord. Est-ce que Mélenchon, je le dis et je le redis sur ce plateau, je n'ai aucune acquaintance avec lui. Je ne supporte pas qui il est et ce qu'il représente. Mais est-ce que Jean-Luc Mélenchon est responsable du viol à caractère antisémite d'une gamine, d'une pauvre enfant, d'une pauvre innocente à Courbevoie? Alors, arrêtez de tout mélanger. Non, ça, excuse-moi, Jean-Luc. Ça, c'est dû, ce viol-là est dû, d'accord, au manque d'éducation des parents de ces gamins. Au-delà de ça, mais il n'y a pas que le manque d'éducation. Il y a un discours qui infuse dans les têtes. Leurs parents à ces gamins, ce sont des merdes qui ne sont pas responsables. Moi, je pèse mes mots et je sais ce que je dis, d'accord? Les parents de ces gamins, c'est eux les premiers responsables. C'est eux qui les ont élevés dans ce monde pourri, d'accord? C'est pas Jean-Luc Mélenchon, c'est pas Emmanuel Macron, c'est pas X ou Y, d'accord? C'est ces parents-là qui sont en train d'entretenir à chaque fois. Si tu es dans un cadre religieux, d'où l'islam te permet, toi, de violer, ou d'où l'islam te permet, toi tu me parles tout à l'heure d'islamisme, d'où l'islam te permet de violer ou de tuer ou d'agresser des gens. Jamais.
Jamais. D'accord. Donc, on arrête de tout jeter, de jeter à chaque fois la faute sur tout et n'importe quoi. Alors, il faut savoir centraliser le problème. Alors, je suis bien d'accord. Alors, déjà, sur l'affaire de Meyer Habib, moi, je suis totalement d'accord avec toi. Je suis contre le 2 poids, 2 mesures. Donc, ça, il n'y a pas de souci. Ensuite, sur Jean-Luc Mélenchon, je suis d'accord qu'il n'est pas responsable de cette affaire, mais c'est lui, je faisais référence à des propos précis et récents et explicites de Jean-Luc Mélenchon sur, je cite, selon lui, le caractère résiduel de l'antisémitisme en France. Je lui demande, est-ce qu'il maintient ses propos après cette affaire. Johan, c'est nous qui sommes fous. C'est nous qui sommes fous. C'est nous qui sommes fous d'encore écouter ce que dit Jean-Luc Mélenchon. C'est nous qui sommes dingues d'écouter un mec qui est complètement à côté de la plaque et de lui donner. Qui fait la pluie et le beau temps à gauche. Donc c'est pas fou de l'écouter. Il fait la pluie et le beau temps à gauche. C'est lui le mentor de ce qui se passe en ce moment. Je vais te raconter une anecdote parce que sur l'antisémitisme qui peut exister dans certaines parties du monde islamique, et je suis d'accord avec toi, il ne faut pas faire d'amalgame. Je te raconte une anecdote. En 1962, l'Algérie devient indépendante et elle a besoin de gens pour former ses instituteurs, ses professeurs. Elle fait venir des Français, ceux qu'on appelle les pieds rouges, qui viennent après l'indépendance. Elle fait venir des Soviétiques, des Russes. Elle fait venir des Syriens. Les Syriens arrivent, ils forment les futurs instituteurs algériens, ils donnent un exemple de problème de maths à donner aux enfants algériens. L'instructeur syrien, qu'est-ce qu'il dit au futur instituteur algérien? Il lui dit, il y a 5 juifs, Mohamed en tue 2, combien reste-t-il de juifs? Voilà le problème que tu dois donner aux enfants. Et voilà le genre, pendant des décennies, ce genre de problème de maths a été donné dans les écoles en Syrie. Les instructeurs syriens ont appris ça aux instituteurs algériens, etc. etc. Ça, tu ne peux pas le nier non plus. Jean-Loup, je vais te dire, alors je ne connais pas l'éducation nationale des années 60, je ne vais pas te mentir. Je suis un mec des années 80. Maintenant, on va se dire les termes. Je pense que il existe actuellement, de l'antisémitisme dans le monde musulman. D'accord. Ouais. Je vais être très sincère et je vais le dire devant, on est à quoi, 3 millions de personnes. Un juif, une personne de confession juive, a beaucoup moins de risques d'être attaqué, insulté, violé, ou quoi que ce soit d'autre, ou d'avoir des actes antisémites contre lui, que ce soit en Algérie, au Maroc, en Tunisie qu'en France. Donc peut-être qu'il faut se poser les bonnes questions. Ça c'est vrai. D'accord. Mais en France, non, laisse-moi finir s'il te plaît. Laisse-moi finir s'il te plaît. Donc quand tu prends l'exemple de l'Algérie, une personne de confession juive est beaucoup plus en sécurité dans les pays du Maghreb qu'en France. Bah, jamais. Ça interroge. En Algérie aussi. Tu vas m'apprendre mon pays, Jean-Loup. Non mais attends, je vais t'apprendre la philosophie à toi. Je suis pas prof de philo. Tu vas pas m'apprendre mon pays quand même. Non mais chacun à sa place. Donc s'il te plaît, il y en a beaucoup plus que tu ne crois. Roger Hanin, jusqu'à la fin de ses jours, et se baladait partout, lui et sa famille à Constantine. À Alger, il n'y a aucun souci. Ce que tu ne comprends pas, et ce qui est très grave, et ce que les gens ne comprennent pas, une personne de confession juive est beaucoup plus en danger en Europe que dans les pays musulmans. Justement, peut-être que tu devrais poser les bonnes questions. Je suis désolée, Mehdi. Il faudrait peut-être se poser les bonnes questions, Laura. Mehdi, je suis désolée, c'est pas la question et je comprends qu'il y ait beaucoup de colère parce que dans ce pays, il y a aussi beaucoup de racisme et je crois que c'est très important de toujours rappeler que toutes les minorités doivent travailler ensemble et sont des alliés et les Juifs et les Arabes de ce pays devraient être beaucoup plus alliés parce que les discriminations qu'ils peuvent subir se ressemblent souvent, malheureusement, et ils devraient être beaucoup plus alliés que ce qu'ils ne sont parce qu'ils sont victimes des mêmes choses. Une fois qu'on a dit ça, il y a eu une exposition à l'Institut du monde arabe sur les cultures juives dans le monde arabe que j'ai vue l'année dernière et qui parle de l'exode massif des Juifs du Maghreb, que ce soit de Tunisie, d'Algérie ou du Maroc. Enfin, Algérie, il est antérieur, mais en tout cas de Tunisie et du Maroc dans les années 60, puisqu'on criait mort aux Juifs dans les rues et que en 2024. Il n'empêche qu'il y a eu un exode massif dans les années 60 des Juifs du Maghreb. Et ça, c'est référencé dans une très belle exposition de l'Institut du monde arabe. Aujourd'hui, il en reste plus en Tunisie et au Maroc qu'en Algérie. Il n'y en a pas, surtout. Il y en a quelques milliers, mais il n'y en a pas. Donc, 3000 et quasiment. Donc en fait, moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'aujourd'hui, quand on est parent d'enfants ou d'adolescents juifs en France et qu'on voit ce genre de faits divers, on est aussi envie de partir. On est peur. On est aujourd'hui et ça, Mehdi, je suis désolée de te le dire,
pour moi, ce serait vraiment triste de perdre la minorité juive de notre pays, de les laisser partir. Et je suis désolée de te le dire, mais les politiques et Jean-Luc Mélenchon au premier chef, ils seraient pour quelque chose. Parce que brutaliser le débat... On dirait que je défends Jean-Luc Mélenchon. Je t'ai dit que je vomis Jean-Luc Mélenchon, donc ne me dis pas que je le défends. Ne sois pas désolé de le dire. Je te dis juste que, et d'ailleurs c'était une proposition de Raphaël Glucksmann pour le nouveau Front Populaire, brutaliser le débat public, ça n'apporte rien de bon. Et ce que fait la France Insoumise depuis le 7 octobre, ça crée énormément de violence dans la société. Alors, dans le pire des cas, on voit ce qu'on commente aujourd'hui, mais même dans cette fille, il semblerait, cette jeune fille, qu'elle ait caché ce que son c'est ça, c'est ce qu'il lui reproche. Lui reprochait, c'était d'avoir caché qu'elle était juive. Comment on explique qu'une jeune fille de 12 ans, quand elle a un amoureux, elle doit lui cacher sa confession? Et que derrière, elle soit punie pour ça. En plus, excuse-moi, alors attends, je voudrais qu'on prenne Johan au 32-16. Non, on prend Johan au 32-16, excusez-moi. Bonjour Johan. Bonjour les GG. Comment vous avez-vous réagi à cette affaire, Johan, à cette tragédie? C'est un choc. C'est un choc parce que il y a des choses qui reviennent, on va dire, pour la communauté juive, qui rejaillissent du plus profond de l'ensemble de la communauté juive. Il y a le calvaire qu'a subi Ilan Halimi. On est dans le même niveau de sordide, quoi. C'est horrible. On a les viols de masse du Hamas qui ont été perpétrés. Il y a toutes ces choses qui rejaillissent. Mais moi, je voudrais rebondir sur 2-3 choses qui ont été dites dans ce sujet. Déjà, Flora, elle indique que l'antisémitisme a explosé de 300%. Ce n'est pas 300%, c'est plus de 1000% des actes, selon le service de protection de la communauté juive et les chiffres du CRIF. Et encore, ces chiffres sont sous-évalués, parce que beaucoup de victimes n'osent pas les porter plainte. Ça, c'est un véritable problème que la communauté juive, que les responsables de la communauté juive essayent de restons peut-être sur les chiffres de la police. Voilà. Et c'est plutôt que des chiffres donnés par les organisations communautaires qui ne sont pas neutres. Autre chose. Restons sur les chiffres de la police. Allez-y, Johan. La communauté juive représente moins de 1% de la population française et subit plus de 60% des actes racistes. Vous imaginez le choc, vous imaginez l'impact sur une minorité. Sur une minorité, vous imaginez l'impact. Et quand on se prend des agressions d'une telle horreur, vous imaginez l'émotion qu'on peut supporter, nous, la communauté juive, dans ce genre de situation. Et on fait face à une indifférence sans nom de la société civile française. On va dire qu'il y a certains partis politiques qui sont sensibles à la question de l'antisémitisme, mais il n'y a pas de véritable élan de solidarité de la société civile française par rapport à ce que subissent les Juifs de France. Il y a eu tellement de crimes antisémites horribles en France ces dernières années. C'est devenu une banalité, c'est la banalité du mal. Johan, je vous remercie d'avoir été avec nous et vous avez conclu la discussion, provisoirement j'imagine, à propos de cette terrible affaire de Courbevoie.